Ce que moi j'aime bien, c'est que on ne jauge pas une équipe quand ça va bien. On peut vraiment la tester quand ça va pas bien. Et c'est là où je trouve que c'est un super révélateur de voir comment on se comporte tous collectivement, individuellement. Moi typiquement, j'ai pris l'habitude de jamais lire les CV. Ok, Jamais. intéressant. Et je dis toujours aux gens, personnellement, moi, je recrute des personnes, je recrute pas des diplômes en fait, et même quelque part à l'extrême. Alors on n'est pas tous d'accord chez Enerfip avec ça, mais moi j'irais même assez loin. En fait, quelque part, je m'en fiche. Si quelqu'un, je sais pas, un diplôme de boucherie et qu'il veut travailler chez Enerfip, ça ne pose pas de problème. C'est bien ce que tu disais parce qu'on a l'impression que dans le monde de la finance, tout se passe à Paris. Et non, il y a aussi des choses ailleurs, et notamment à Montpellier. Ouais, exactement. Ça, je pense, c'est là aussi, même si on est dans un pays très jacobin, évidemment, bah non, en fait, il se passe énormément de choses sur les territoires et des métropoles comme Montpellier montrent que non, il y a beaucoup de choses. C'est normal si ça prend du temps, c'est normal si tu galères, c'est normal si tout le monde te dit fais-en un premier puis tu reviens de voir après. C'est normal, Enerfip, on a mis 6 ans avant d'être rentable. Donc on a perdu de l'argent pendant 6 ans. Bonjour les amis, pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Julien Eustache. Bonjour Julien. Bonjour. Julien, tu as donc 42 ans, tu es entrepreneur à succès, mais pas que. Tu es aussi un grand sportif et ancien rugbyman, passé notamment par Grenoble, Clermont-Ferrand, Oyonnax et Chambéry. Tu es également passé par l'université de Savoie-Mont-Blanc en biologie environnementale et de Nîmes, personne n'est parfait. Par la suite, tu intègres le groupe Valeco, où tu as notamment réalisé la première centrale photovoltaïque au sol en France métropolitaine en 2008. Tu deviens ensuite ingénieur d'affaires pour Photowatt, puis directeur photovoltaïque pour Envinergie. En 2014, tu co-crées avec 3 amis, en tant que développeur de projets d'énergie renouvelable. Vous souhaitez proposer aux citoyens d'investir une partie de leur épargne dans des projets participatifs. Enerfip est donc une plateforme française et montpelliéraine de financement et d'investissement dédiée à la transition énergétique. Après 10 années, Enerfip brille. Et maintenant numéro 1 en Europe du financement participatif de la transition énergétique, avec une expansion en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas, en plus de vos magnifiques bureaux au centre de Montpellier. Enerfip, c'est plus de 50 000 investisseurs, 540 millions d'euros levés et plus de 450 projets participatifs qui ont donc un impact sur la transition écologique. Bref, une vraie success story à la montpelliéraine. Julien, que représente donc Montpellier pour toi ? Pour moi, je dirais que c'est la ville des possibles, d'abord au travers de ce que tu viens de dire s'agissant d'Enerfip, mais c'est vrai que c'est une ville où on voit si on a envie, on peut faire énormément de choses, il y a énormément de potentialités, et ce que j'aime beaucoup, c'est les ressources dont elle dispose, parce qu'il y a plein de gens qui viennent de plein d'horizons différents, et donc voilà, si tu as des idées qui sont chouettes, tu trouveras toujours des gens pour t'accompagner, pour t'aider à les réaliser. Et si maintenant je te posais la question, pour comprendre Julien, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir sur lui, sur sa vie ? On a 4 heures. Allez. Non, pas grand-chose. Simplement que, à titre personnel, moi, je suis assez sensible à la question écologique parce que j'ai grandi dans un milieu rural, montagnard, où j'étais proche de la nature, en fait, par définition, même un peu en immersion. Et c'est vrai qu'en grandissant, la question écologique, elle existe depuis très longtemps, et donc j'ai tout de suite été un peu frappé par le fait que les activités des êtres humains peuvent être négatives sur l'environnement, sur le vivant. Et donc je me suis intéressé très tôt à ça, et c'est pour ça que dans mes études, je me suis orienté vers cette question et que j'ai souhaité, dans mon travail, avoir un impact pour essayer de limiter ces impacts-là, quoi. Tu as parlé de ton enfance, tu as grandi où exactement ? Alors dans un magnifique endroit que beaucoup aiment, qui s'appelle la Chartreuse, le massif de la Chartreuse, en Isère. Et c'est une région qui est super chouette, qui est parfois un peu rude, qui a tendance à vous endurcir aussi, mais où il y a beaucoup de choses à faire, très sympa. Et j'invite les auditeurs et auditrices à aller faire un jeter tour un là-bas. œil. Ouais. Et tu es resté jusqu'à quel âge ? Jusqu'à l'âge de 18 ans, comme le veut la tradition, je suis parti de chez moi à l'âge de 18 ans pour justement aller à Clermont-Ferrand. Donc j'y suis resté assez longtemps pour justement bien connaître ce coin, en être aussi influencé et puis le garder dans l'esprit. Tu dis être influencé. Déjà, adolescent, tu avais cette fibre environnementale, tu avais des personnes qui pouvaient t'inspirer sur cet aspect-là ?
Pas vraiment de personnes dans mon entourage, non pas vraiment, mais plutôt, comme je le disais, le fait que tu te balades, tu sors de chez toi, tu es tout de suite dans un endroit très chouette, tu C'est la nature. as la chance de voir des animaux, etc. Enfin, ça te sensibilise forcément. Après, il y a une inclination individuelle, hein, chacun est différent, mais ça, moi, ça m'a beaucoup marqué. Ouais. C'est vraiment ce qui m'a toujours un peu porté, et ce que j'ai toujours, hein, d'ailleurs, même, on en parlera sans doute après, mais même au travers de ce que je fais aujourd'hui, je le fais au final par rapport à cet objectif-là de protéger, ou de contribuer à protéger le vivant, quoi. Ouais, tu as toujours eu besoin d'avoir un sens et ce sens-là fait partie de toi, si je comprends bien. Exactement, tout à fait. C'est indissociable. En parlant de sens, du coup, si je comprends bien, tu as eu une carrière de rugbyman. Ouais. Raconte-nous un petit peu comment elle s'intègre à ta vie et qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans ce parcours. Eh ben, c'est vrai qu'il y a un peu comment dire, la porte à ouvrir un peu facilement. On dit toujours que le rugby, c'est l'école de la vie, etc. Et c'est pas une mauvaise formule, quoi. C'est tout à fait juste. On apprend énormément de choses sur soi, d'abord, et puis sur le fait que tout seul, on réalise pas grand-chose, jamais, ou en tout cas, on va pas très loin, quoi. Et moi, ce que je retire parmi les nombreux enseignements de ce sport, dans ce qu'il m'a transmis, c'est la certitude que c'est justement quand c'est collectivement qu'on contribue à faire des choses, à avoir une mission, un objectif. C'est là où on arrive vraiment à faire des choses absolument dingues. Et en plus, je pense qu'en termes de sensations, d'esprit de réussite, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus puissant quand on le fait avec d'autres personnes. Et donc, le rugby, c'est assez majeur dans mon cursus parce que ça m'a vraiment transmis ça, cette nécessité de s'entraider, de faire des choses avec d'autres personnes, que chacun contribue à un édifice en apportant sa pierre. Voilà, ça, c'est vraiment un des enseignements majeurs du rugby. Ouais. Ok, si je comprends bien, le collectif et l'esprit d'équipe fait partie de toi. Ah ouais, intrinsèquement. Je ne serais pas intéressé par faire quelque chose tout seul. Ça me paraîtrait moins fun, moins utile, je me ferais moins plaisir, en fait, tout simplement, quoi. Donc ouais, c'est la notion de partage qui vraiment va t'inspirer dans les projets. Ouais, exactement, parce que voilà, quand tu joues, tu vis un match très difficile et tu sens cette solidarité, tu sens que plusieurs gens œuvrent dans un même objectif en total oubli de soi-même et de sa propre personne, c'est très puissant, c'est très fort. Et émotionnellement, c'est très intéressant. Et tu sens que le rugby t'a vraiment inculqué ces valeurs-là. Ah oui, clairement. Tu penses que le rugby t'a aidé à te construire en tant que personne ? C'est même une certitude. Et même plus loin que ça, ça m'a donné énormément d'outils dans ma vie professionnelle et dans ma vie d'adulte pour justement avoir la capacité de franchir certaines étapes, certains écueils, de bien rebondir. C'est vraiment quelque chose qui, moi en tout cas, m'a beaucoup aidé et qui contribue beaucoup à ce que je suis aujourd'hui, quoi. Ok. Et si j'ai bien compris, tu continues le sport Ouais, un petit peu. Oui. Ensuite, qu'est-ce qui t'a attiré vers la science et vers notamment la biologie environnementale? Qu'est-ce qui a fait que tu bascules dans quelque chose qui est assez spécifique? Oui, en fait, ça part donc, je le disais, de cet intérêt pour l'environnement, l'écologie, pour le vivant. Et puis très tôt, au collège, la biologie, ça devient un peu une évidence. C'est un truc qui me plaît beaucoup parce que ça me permet de comprendre un peu comment les choses fonctionnent. Et donc mécaniquement, je m'oriente vers des études de biologie parce que ça me plaît et parce que j'ai toujours dans la tête cette idée de comprendre comment tout cela marche et de comprendre comment moi, individuellement, je peux, dans mon futur travail, contribuer à limiter les impacts anthropiques, les impacts des êtres humains sur notre environnement et sur le vivant. Et donc la biologie, c'était un peu la voie évidente, la voie toute tracée, c'est pour ça que je me suis orienté vers ça. Ouais. Très bien. Avant de revenir à cette interview, j'aimerais te présenter le but de ce podcast. Je ne sais pas toi, mais nous, chez Ville Lumière, on a marre qu'en France, on pense que tout se passe à Paris, que seuls les Parisiens réussissent et que tout a lieu dans notre belle capitale. On en a marre des préjugés, clichés, qui empêchent certains d'avoir de grandes ambitions et qui peuvent créer des complexes d'infériorité. On en a marre de ces idioties et de dire qu'il n'y a qu'une seule manière de réussir. C'est pour ça que chez Ville Lumière, l'intention est de te montrer qu'il y a des personnes exceptionnelles qui viennent de province. Des hommes et des femmes avec des parcours incroyables qui viennent de chez toi. Et pour cette première année, nous avons décidé d'aller dans la magnifique ville du Sud, Montpellier. Une ville dynamique, jeune, très sportive, mais surtout avec de nombreuses personnalités très inspirantes. Montpellier mérite d'être mise en lumière. L'idée est que tu t'assoies avec nous pour kiffer ce moment et comprendre ces personnalités, leur vie, leur fonctionnement, leur réussite et leurs échecs. La volonté, c'est d'apporter un max de valeur, mais surtout, faire passer le message que tout est possible. Qui que tu sois,
où que tu sois. Avec ces épisodes, tu vas retrouver un format long, brut, du genre que tu peux écouter à la salle de sport, en voyage ou quand tu as besoin d'un boost d'inspiration. Si c'est le genre de contenu qui te fait kiffer, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche. Cela compte énormément pour nous. Cela nous permet d'avoir des invités incroyables, mais souvent très durs d'accès. En tout cas, si tu t'abonnes, je t'en suis très reconnaissant. Et on va t'envoyer du contenu de fou avec beaucoup de force. Et du coup, après ces études, comment se fait la transition vers le milieu professionnel? Alors là, ça commence à être un peu rock'n'roll à ce moment-là parce que à l'issue de mes études de biologie, que j'ai beaucoup aimé, je me suis vraiment éclaté, je me rends compte que je ne suis pas dans une impasse, mais je vais finir par bosser dans un parc naturel régional ou quelque chose comme ça, ce qui paraît très intéressant et je ne jette pas la pierre à ceux qui ont ce type de métier, mais pour que ça colle avec mon tempérament, j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus proactif, je dirais même plus en première ligne de front. Et là, j'aurais été un petit peu frustré si je continue dans ce domaine. Et donc, j'ai un peu réfléchi. Et puis, le domaine des énergies renouvelables s'est avéré, pour moi, être vraiment le sujet qui reliait un peu mes aspirations initiales. Et puis, ce besoin d'être un peu au combat, comme je disais, en première ligne, sur quelque chose qui compte énormément, où il y a un travail absolument dingue à réaliser, on est encore en plein dedans aujourd'hui. Et donc je me suis orienté sur les énergies renouvelables, et j'ai fait un pari qui paraît un peu bizarre avec du recul, c'est que alors que je faisais des études de biologie et écologie, j'ai souhaité faire en toute fin de cursus un stage dans une boîte qui développait des projets d'énergie renouvelable sur Montpellier. Quand tu dis que c'était un pari, pourquoi à ce moment-là, pour toi, c'était un pari? Parce que quand je candidate pour être stagiaire dans cette entreprise, je ne sais pas ce que c'est un kilowattheure, je ne sais pas comment ça marche les énergies renouvelables. Oui, je découvre complètement. Je ne comprends rien du tout. Ce que je sais, c'est que c'est l'un des leviers pour justement modifier l'impact des sociétés humaines sur l'environnement. Et okay, c'est cette seule motivation qui me porte. Et donc, j'ai d'un côté les professeurs de mon cursus de biologie qui me disent « tu fais n'importe quoi », et puis de l'autre, des employeurs potentiels qui me disent « mais tu connais rien, quoi ». Ok, voilà. Tu as suivi ton intuition, si je comprends bien. Ouais, c'est ça, exactement. Et comment ça se passe, du coup, cette transition je suis dans des études environnementales en biologie, et j'arrive dans un secteur qui est un peu différent, j'y connais rien. C'est quoi les difficultés? C'est quoi que tu peux dire qui a été fondateur à ce moment-là chez toi? Je crois que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'en fait, je me pose pas trop de questions. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui me motive, je me dis non, mais j'ai la certitude que je vais y arriver, quoi. Et donc, je me souviens très bien, la société Valeco, on en parlera peut-être après, qui est sur Montpellier, ils ont eu la très grande gentillesse de me prendre en stagiaire à ce moment-là, et ils m'ont filé un bouquin, comme ça, ils m'ont dit tiens, voilà, vas-y, lis-le, puis tu sauras un peu mieux de quoi tu parles, quoi. Et donc, je pense que ce qui m'a aidé, c'est peut-être ce côté, ça va le faire, quoi. Et puis, j'ai appris sur le tas, comme ça. Je me suis jamais dit que ce serait un truc que je n'arriverais pas à atteindre, quoi. Donc, il y a un petit côté fonceur chez toi. Ouais, même... alors, je vais le dire comme ça, mais j'allais dire un peu bourrin, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que parfois, pas toujours, mais parfois, se poser un peu moins de questions, c'est utile, quoi. Et avancer en se disant... voilà, on verra plus tard, mais je ressens la nécessité d'aller vers cette direction. Voilà. Ça m'a beaucoup aidé pour faire cette transition-là, en tout cas. Et ça me paraît être une bonne leçon, parce que c'est vrai que souvent on se rend compte que, de manière générale, les gens peuvent se mettre des barrières qui existent ou pas d'ailleurs, mais de se dire, ok, barrière ou pas, je vais y aller, j'ai mon intuition et je fonce, un peu comme ton parcours, et que derrière on voit que ça marche, c'est quand même une belle leçon professionnelle et de vie aussi. Ouais, parce que cette histoire de frein individuel, on en a tous et toutes, moi aussi, j'en ai bien évidemment, et c'est vrai qu'on en parle souvent justement chez Enerfi parce que on a la conviction que si on pouvait aider encore plus les gens qui sont dans l'équipe à travailler là-dessus et à lever ces freins, chacune se réaliserait encore plus, s'éclaterait encore plus et l'entreprise fonctionnerait encore mieux, quoi. Donc ça, c'est un vrai sujet et d'ailleurs on peut même regretter que ce n'est pas quelque chose sur lequel, dans notre cursus scolaire, on nous aide à mettre le doigt dessus. Parce que je pense que plein de gens ont besoin juste simplement d'être un peu éclairés sur ça
et accompagner, parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'être un super-héros, hein, c'est juste travailler un peu là-dessus, et je pense que chacun peut y arriver. Bien sûr, et je refais le parallèle avec le rugby. Est-ce que c'est une notion aussi que tu as pu apercevoir dans ta carrière et dans le sport de manière générale, mais dans le rugby, que tu as remis au devant de la scène pour ta vie professionnelle? Oui, bien sûr, parce que dans le rugby, on apprend plein de choses, la ténacité, on apprend la nécessité on en reparlera sans doute après, mais de s'accrocher et de se dire que les choses ne tombent pas comme ça immédiatement. Il faut être patient, il faut avoir le goût de l'effort. Et donc ouais, ça m'a clairement aidé. Ouais. Ouais. Du coup, tu te retrouves chez Valeco et là, tu te retrouves sur le projet de réaliser la première centrale photovoltaïque au sol en France métropolitaine. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Ouais, c'est très marrant parce que je me retrouve, cette boîte me prend en stage, le stage se passe super bien, ils m'embauchent derrière. Donc génial et puis ouais, non, mais ils ont été très cool avec moi et donc je commence à développer mes premiers projets, je commence à comprendre, à maîtriser le sujet et puis c'est vraiment l'avènement du photovoltaïque en France, hein. On est à ce moment-là en 2006-2008 et puis on a l'opportunité, un terrain à Lunel, là aussi dans l'Hérault, pour développer une centrale au sol photovoltaïque, sachant qu'il n'y en a aucune en France à ce moment-là. Donc le premier projet s'est réalisé dans la région. Oui, exactement, okay. À quelques kilomètres de Montpellier. Et donc moi je suis tout seul et puis là aussi grande confiance des dirigeants de Valeco qui me disent tiens, vas-y quoi, si tu le sens, fais-le. Et donc c'est très marrant parce que il n'y avait pas de filière administrative pour déposer un permis, avoir l'autorisation, etc. D'une part, donc on a absolument dû déblayer tout ça. Je suis allé en Allemagne pour voir comment ils construisaient les centrales au sol photovoltaïques parce qu'eux avaient déjà un peu de recul. Ouais. Donc j'ai pu un peu comprendre comment ça fonctionnait techniquement. Puis au retour en France, trouver des sous-traitants qui pouvaient apporter telle et telle particularité sur ce type de chantier. Enfin bref, donc c'était vraiment passionnant, très, très intéressant. Quand tu défriches comme ça, c'est toujours un peu exploration, il y a un petit supplément qui est assez chouette. Et puis on a réussi, on a sorti cette première centrale en 2008. Et je me souviens, on avait fait une inauguration où il y avait même Georges Frêche himself qui était venu. Donc vraiment, c'est un très bon moment. Et puis, ce que j'en retire de cette expérience, c'est que, voilà, en termes, on parlait des freins tout à l'heure, raison de plus pour vraiment ne pas s'en mettre. En fait, les seules limites sont celles qu'on se donne. Et même si c'est qu'une petite centrale à Lunel, c'était quand même très chouette de se dire, une boîte de Montpellier, une petite boîte de Montpellier, elle peut faire ça, quoi. Et elle peut sortir un projet comme ça. Clairement, c'est un bel exemple. Et on sent la passion quand tu nous en parles. On sent que c'est quelque chose qui t'anime. Et clairement, c'est agréable de voir que quelqu'un qui travaille dans un domaine est passionné par ce domaine. Donc, on le ressent dans le ton de ta voix. Et du coup, ma question, c'est, sûrement en lien avec cette passion, qu'est-ce qui a fait que tu es resté derrière dans ta carrière dans le secteur des énergies renouvelables? En fait, c'était un peu le déclic parce que ça correspondait à l'idée que je m'en faisais par rapport à ce que je disais, c'est-à-dire j'avais l'envie et la volonté vraiment d'être dans un domaine, dans un secteur qui impacte très directement, dans le bon sens du terme, les modèles économiques des êtres humains et en fait de contribuer à améliorer notamment le modèle énergétique, arrêter de consommer des énergies fossiles, arrêter d'impacter le climat comme on peut le voir aujourd'hui. Et donc j'ai tout de suite eu cette satisfaction de me dire waouh, ça a vraiment du sens ce que je fais. Je n'ai pas besoin de me poser question si je sers à quelque chose, quoi. Et tous les matins quand je me lève, je sais pourquoi je me lève. Et ça c'est une chance incroyable, je trouve. Et c'est vrai que je l'ai trouvé tout de suite dans le secteur des énergies renouvelables et je l'ai jamais quitté après. Ouais. À ce moment-là, tu avais déjà envie d'être entrepreneur? Ouais, c'est assez marrant, mais oui, j'avais déjà ça en tête. Aussi parce que je pense que j'ai toujours eu du mal avec l'autorité, donc Intéressant. C'est-à-dire, c'est quoi ta relation à l'autorité? Mais je suis pas très bon quand on fait preuve d'un peu trop d'autorité à mon endroit, et j'ai du mal à me taire, à ne pas dire ce que je pense, enfin tout un tas de travers, de défauts, qui peuvent aussi être des qualités selon comment on s'en sert, mais en tout cas j'ai assez vite compris que je n'avais pas vraiment le bon profil pour être subordonné à quelqu'un, et puis en plus je pense que j'aime
le côté aventure en fait qu'octroie le statut d'entrepreneur, et a fortiori quand on le fait avec d'autres personnes, là, on retrouve un peu l'esprit d'équipe. J'ai jamais eu envie d'entreprendre tout seul, ça ne m'intéressait pas, mais le faire avec des gens que j'aime bien et qui partagent mes valeurs, mes objectifs, ouais, ça m'a toujours fait kiffer. Ouais. Très bien, parlons-en. Donc en 2014, tu as cofondé Enerfip avec 3 amis. Qu'est-ce qui a été le déclic pour la création de cette structure ? C'est assez marrant parce que en fait, on est en mars 2014 à ce moment-là, et Fleur Pellerin, qui était porte-parole du gouvernement de François Hollande à l'époque, annonce que le gouvernement en question travaille à la création d'un cadre réglementaire pour le financement participatif. Et donc, avec mes 3 acolytes, on se dit, mais en fait, ça fait tellement de sens d'imaginer une plateforme qui permette à n'importe qui d'investir un peu de son épargne directement dans les projets d'énergie renouvelable. Pourquoi ? Parce que quand on développait des projets d'énergie renouvelable, en fait, vous identifiez un lieu, vous allez très souvent présenter, dans le cadre d'une réunion publique, le projet avant qu'il se fasse, évidemment, pour informer la population locale, éventuellement pour recueillir aussi leur soutien. Et quand on faisait ça, quels que soient les endroits en France, il y avait toujours des gens qui, au moment des questions-réponses, levaient la main pour dire « Est-ce que je peux investir ? Est-ce que je peux être partie prenante ?» Tout le temps. Et évidemment, ça n'existait pas à l'époque. Et donc, quand il y a cette information, on se dit « Mais nous, on est passionnés par les énergies renouvelables, on les connaît, on les comprend, on les maîtrise, on peut être les yeux et les oreilles de celles et ceux qui veulent investir un peu de leur épargne directement dans ces projets. » quoi. Donc, ça paraissait un peu une évidence, quoi. Et donc, l'idée, voilà, elle est née comme ça. Alors, vous avez senti le créneau, félicitations. Mais par contre, il me semble que vous n'étiez pas tous dans la même zone géographique à ce moment-là. Ouais, ça c'est la bonne histoire. On avait Léo qui était à New York, qui faisait une thèse à Columbia University. Il y avait Sébastien qui était à Singapour. Il y avait Édouard qui était à Clermont-Ferrand, et moi à Montpellier. Très international ce lancement. Ouais, et il faut se mettre dans... À l'époque, on est en 2014, et en fait, on a construit Enerfip avec Skype, bien avant le Covid et ce qui nous a tous été imposé. Et c'était chouette parce qu'on pourrait voir ça comme quelque part un défaut ou un point dur. Et en fait, c'était un atout. À titre d'exemple, quand on crée l'entreprise donc en septembre 2014, un mois après, la loi sur le financement participatif est promulguée et il nous faut obtenir un agrément auprès de l'autorité des marchés financiers. Et alors, l'autorité des marchés financiers, c'est une structure étatique qui est ultra carrée et ils ont l'habitude de vous envoyer des listes de questions à 19h le soir, mais vraiment des pavés. Et nous, à chaque fois, on répondait le lendemain, avant 9h, ils avaient toutes les réponses à toutes leurs questions. Et je me souviens que moi, j'étais le relais en France, j'étais l'interlocuteur de l'AMF. Je me souviens qu'un jour, notre interlocutrice me dit « Mais c'est dingue, vous êtes les seuls qui arrivent à répondre aussi vite, c'est complètement fou. » Parce qu'elle ne savait pas qu'on était sur quasiment tous les fuseaux horaires. En fait, Enerfip ne dormait jamais. Il y avait toujours au moins l'un d'entre nous qui pouvait bosser sur le dossier. Donc c'était un vrai atout, quoi. Vous avez créé une difficulté apparente à premier regard, un vrai avantage et un vrai atout. Alors, j'entends, ça se passe bien, 4 amis qui créent une structure, mais c'est quoi les difficultés pour Enerfip dans ces premières années ? Il y en a plein, il y en a un sacré paquet. Typiquement, le truc classique, je pense qu'on traverse dans tout secteur. Donc, on crée la plateforme, on cherche à identifier le premier projet à financer. Et là, je me souviens, vu que moi j'étais en France, je fais le tour de tous les développeurs que je connais, j'en connaissais déjà pas mal, et tous me disent la même chose. Non mais c'est super, mais faisons un premier, puis tu reviens me voir après. et cette difficulté du premier, je pense que c'est, à mon avis, universel, ça concerne tout le monde. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Voilà, c'est sûr. Donc c'est normal, voilà, ça fait partie de l'apprentissage, je pense, il faut y passer. Donc ça, c'était la première difficulté. Et puis, une fois qu'on a eu le premier, la deuxième difficulté, c'est qu'il y a un peu un hiatus dans le sens où Enerfip se développe aussi sur une dynamique sociétale. De plus en plus de gens veulent savoir où va leur argent, à quoi et à qui il va servir. Ça nous concerne tous dans ce qu'on mange, mais aussi dans ce qu'on investit, dans ce qu'on épargne. Donc nous, on répond parfaitement avec Enerfip à cette question. En revanche, à l'époque, on était une micro-boîte, toute petite, et donc les gens, et c'est bien normal, ils se disaient « mais attends, moi je vais mettre de l'argent, mon épargne, via cette structure qui est si petite, si fragile », c'est pas rassurant, quoi, et on peut bien les comprendre. Donc on devait aussi
aller chercher la confiance des gens. Et les premières années, la difficulté, elle a été vers ça en fait. Arriver à convaincre, montrer, démontrer. Et c'est un travail de très longue haleine. Ouais. Est-ce que dans cette période, il y a eu un échec, une difficulté vraiment précise qui te ferait remonter à la surface des émotions un peu fortes à ce moment-là? Non, parce que comme très souvent, en fait, on dit toujours à chaque chose, malheur est bon, c'est assez vrai. Et des difficultés, on en a appris plein. On a eu par exemple un défaut, notre premier défaut sur un projet. Okay. Ça, c'était un peu le ciel qui nous tombait sur la tête. Parce que lorsque vous avez un défaut, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir rembourser en totalité les gens qui ont investi. Et donc, vous allez perdre leur confiance. Or, notre seule richesse, après l'équipe d'Enerflip, c'est la confiance que les gens nous font. Quand tu parles de défaut, c'est le défaut d'un projet qui derrière ne se fait pas. Exactement. Donc c'était un moment où on était assez jeune encore, c'était en 2017. Et donc ça a été un moment très dur. Mais en revanche, et là aussi on retrouve un peu peut-être le parallèle avec le rugby, ce que moi j'aime bien, c'est que on ne jauge pas une équipe quand ça va bien. On peut vraiment la tester quand ça va pas bien. Et c'est là où je trouve que c'est un super révélateur de voir comment on se comporte tous collectivement, individuellement. Et ce que j'ai beaucoup aimé, et tu vois, avec du recul, c'est ça que je retire, c'est cette capacité qu'on a eue à se souder et puis à prendre le problème et à y faire face et à pas se débiner et à pas se dire c'est de ta faute, c'est de la mienne, etc. À vraiment jouer le jeu de non, on va y aller quoi. Et ça, c'est plutôt fédérateur dans l'histoire d'Enerflip, alors que ça aurait pu être un moment où on allait se vautrer, quoi. Hein, donc, Clairement, j'adore. J'adore, ça fait partie de toi, de ce que tu es, de ce que tu représentes, ce côté un peu fonceur et très optimiste. Ça me rappelle, moi, ce que me disait souvent mon père, qui est un ancien sportif. Il me disait, tu juges jamais un grand joueur quand l'équipe gagne. Tu juges un grand joueur quand l'équipe perd. Ouais. Et le lien se fait très facilement avec ce que tu dis. Et c'est vrai que ça peut être une vraie clé de réussite. Ouais, clairement. Il ne faut pas le voir. Alors, quand on est la tête dans le guidon, c'est compliqué. Hein. Sur le coup, on n'est pas bien. Mais il faut toujours se dire, essayer de garder dans un coin de sa tête qu'au final, ça va nous aider, quoi. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est le moment le plus négatif, entre guillemets, qui s'est transformé en quelque chose de super par la suite. Très bien. Enerflip est désormais leader en Europe dans le financement participatif de la transition énergétique. Ouais. Et du coup, avec le recul, pour toi, quels ont été les moments ou les étapes clés qui ont contribué à ce succès ? Alors, il y en a un sacré paquet, hein, évidemment, tu t'en doutes, mais il y en a eu plein. Je commencerai par peut-être le premier, il est symbolique, mais pas que. C'est la Caisse Languedoc du Crédit Agricole, qui, fin 2015, on a l'occasion de pitcher devant la direction générale. Et en fait, notre projet leur tape dans l'œil et ils mettent des billes dans l'entreprise. Okay. Et ça a été un élément assez décisif parce que ça nous a, d'une part, donné des moyens à ce moment-là, mais aussi ça nous a permis, j'en parlais tout à l'heure, de rassurer les gens qui étaient des potentiels investisseurs sur les projets, de se dire, OK, ils ont quand même un partenaire solide derrière, etc. Et ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que ça montre, un peu en lien avec ton thème, c'est que on a toutes les clés, tous les atouts en fait, sur notre territoire pour se développer. Et on a des acteurs comme ça bancaires qui sont du territoire et qui font leur boulot, quoi, qui jouent leur rôle et qui soutiennent, qui financent, qui investissent dans des entreprises comme la nôtre. Et ça, je pense, important de le dire. On a tendance à parler que des choses qui ne vont pas, mais il y a aussi plein de trucs chouettes qui se passent. Donc ça, c'est un moment fort, je pense, dans la vie d'Enerflip. Après, il y en a tout plein. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Il y a eu aussi ce passage beaucoup plus récent où on a obtenu l'agrément européen, puisque l'Union européenne a eu la bonne idée de faire un cadre uniformisé sur le financement participatif pour tous les pays membres de l'Union. C'est pour ça qu'on a pu s'internationaliser. Et puis un autre moment super fort, c'est cette année, on a pu en fait racheter la totalité des parts d'Enerflip, nous les fondateurs et puis aussi des jeunes dynamiques qu'on a intégrés au capital. Et ça, c'est un moment très fort parce que c'est un peu l'aboutissement de quelque chose qu'on voulait réussir, à savoir être pleinement indépendant et voler de nos propres ailes. Donc, ouais. Ça prouve qu'on peut entreprendre à Montpellier, ouais. On peut être aidé à Montpellier, ah, oui. Et vous pouvez récupérer votre indépendance après avoir fait rentrer dans vos capitaux des partenaires extérieurs. Exactement. Donc non, c'est fondateur
à ce moment-là, mais c'est aussi inspirant pour des personnes qui se posent des questions par rapport à tout ça. Donc bravo pour cette histoire. Mais si je reviens aussi maintenant sur ta carrière d'entrepreneur, si tu devais me donner ton pire souvenir en tant qu'entrepreneur, tu dirais quoi? Là, je dirais que la première fois qu'on a dû se séparer de quelqu'un dans la boîte, parce que c'est un truc auquel on ne pense pas quand on crée une boîte. Mais si, et je pense que c'est le cas de l'immense majorité des gens, si vous avez de la sensibilité, c'est un moment qui est très dur parce que on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat pour ça, mais ça en fait partie intrinsèquement. Et c'est vrai que c'est vraiment pas simple. Et moi, C'était difficile pour toi ce moment-là? ouais, oui, parce que ça m'a juste rappelé cette réalité-là que j'avais peut-être jamais imaginée ou oubliée. Et ça m'a juste rappelé à quelque part ce revers de la médaille qu'on a quand on est entrepreneur, parce qu'il y en a toujours, mais comme dans toute situation. Et là, il y a des questions humaines derrière qui complexifient sacrément la chose. Donc voilà, arriver toujours à faire en sorte que l'intérêt général, l'intérêt de l'entreprise soit placé en premier, ça peut impliquer parfois de devoir se séparer de quelqu'un. Et donc, voilà, émotionnellement, c'est pas toujours très simple. Donc, ouais, ça, je dirais ça, moi. C'est très vrai que quand on se monte comme entrepreneur, on n'imagine pas ça derrière. On voit un peu comme tu disais tout à l'heure, l'énergie, l'esprit d'équipe, Ouais. la création d'un groupe. Mais des fois, il faut aussi savoir prendre des décisions difficiles et ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et il faut les assumer. Et il faut les assumer. Voilà, il ne faut pas s'échapper. Donc, ouais, ça, c'est pas simple. A contrario, ton meilleur souvenir en tant qu'entrepreneur? Là aussi, j'en ai une sacrée ribambelle. Qu'est-ce que je pourrais dire Je suis un petit peu sec parce qu'il y en a plein qui me viennent à l'esprit, mais si, peut-être symboliquement, je ne dirais pas que c'est le meilleur parce que j'en ai vraiment plein, mais quand on a fait il y a 2 ans l'inauguration des bureaux de Enerfip à Madrid, Ouais. c'est un moment très fort parce que je me souviens quand on était sur un super rooftop en plein centre de Madrid, un endroit vraiment très chouette. Et je me suis dit, punaise, je nous ai revus dans le tout petit bureau de Realis où on a commencé, où je me souviens, on avait un bureau vide et j'avais dû aller me faire prêter un bureau et une chaise aux entreprises d'à côté. Enfin bref, donc c'est très chouette parce que ça met en lumière le chemin qu'on a parcouru collectivement. Et donc ça a renforcé un peu l'émotion que j'ai ressentie ce jour-là, quoi. Il y a un côté très classe sur un rooftop à Madrid, Ouais. sur l'extension de ta boîte. Voilà, on est d'accord que... Ok. Et donc, je voulais aussi parler dans cette expansion. J'imagine qu'il y a eu des besoins de recrutement, que vous n'êtes plus tous les 4, qu'il y a du monde qui t'arrive. Ça a été chez vous le recrutement, l'intégration des nouveaux arrivants? Ouais, franchement, et d'ailleurs, je pense que c'est l'une des clés de réussite d'Enerfip, c'est qu'on a eu beaucoup de chance dans les recrutements qu'on a fait. On a su s'entourer de gens vraiment super et même plus on avance et plus moi j'ai la conviction que le seul mérite des gens qui entreprennent, c'est d'avoir l'idée, de la lancer, mais il faut quand même être très lucide. Une entreprise réussit parce qu'il y a plein de gens qui te rejoignent et qui amènent leurs compétences, leurs talents, leur envie, etc. Et sans tous ces gens-là, une boîte, elle va nulle part et tu fais rien. Et c'est vrai que moi, plus ça va, plus j'ai conscience de cette réalité-là. Et c'est vrai que nous, on a eu beaucoup de chance dans le recrutement de l'équipe d'Enerfip. On a très peu de turnover. On a eu des gens à qui ça s'est bien passé, mais c'est normal, je veux dire, évidemment, hein, il n'y a pas d'histoire parfaite. Mais vraiment, dans l'ensemble, non, c'est une sacrée réussite sur le plan de recrutement. Ouais. En effet, je trouve qu'on n'en parle pas assez, cette histoire de recrutement. Quand tu as une idée, quand tu lances une boîte, quand tu es entrepreneur, c'est génial. Néanmoins, quand tu as besoin de grossir, quand tu as besoin de grandir, si tu ne sais pas recruter, si tu ne sais pas manager, si tu n'es pas organisé, tu vas difficilement vers le succès. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais en fait, c'est pareil. Hein, ça fait partie des choses auxquelles on ne pense pas au tout début. Oui. Mais c'est absolument majeur. Et puis, je pense qu'il faut être très modeste sur cette question du recrutement. Il y a le feeling, il y a plein de choses. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même toujours un peu une part de chance qu'il faut savoir assumer. Mais c'est vrai que c'est très décisif dans la conduite d'une entreprise et dans sa réussite. Et en fait, je pense que les premières personnes que tu recrutes, c'est assez déterminant pour la suite parce que si ce sont les bonnes personnes, tu vas pouvoir avoir des relais, des gens à qui te fier
qui vont pouvoir t'aider à se structurer, organiser et faire en sorte que ça prenne la bonne tournure, quoi. Ça me paraît être un bon tips sur les premiers recrutements, ils mettent beaucoup d'attention. Ah ouais, ça c'est... Là, il faut vraiment y mettre du sien. Et c'est vrai que ça me fait marrer, mais on en parlait la dernière fois, on se disait, c'est vrai, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, typiquement, j'ai pris l'habitude de jamais lire les CV. Ok, Jamais. intéressant. Et je dis toujours aux gens, personnellement, je recrute des personnes, je recrute pas des diplômes, en fait, et même quelque part, à l'extrême, alors on n'est pas tous d'accord chez Enership avec ça, mais moi, j'irais même assez loin. En fait, quelque part, je m'en fiche si quelqu'un, je sais pas, un diplôme de boucherie et qu'il veut travailler chez Enership, ça me pose pas de problème. Parce que je pense qu'on est tous capables d'apprendre, de s'adapter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que tu vas amener, quelles sont les valeurs que tu amènes, quel est le tempérament que tu as et en quoi c'est bénéfique pour l'entreprise. Et je pense que c'est vachement, à mon avis, intéressant de regarder les choses de cette manière parce que si on recrute par le CV, on va avoir tendance à avoir toujours les mêmes profils. Et j'ai fait de la biologie et s'il y a bien un truc que j'ai retenu de la biologie, c'est que la diversité, c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, essayer de sortir un peu des habitudes et regarder un peu plus largement, ça permet de recruter des pépites, des fois des gens qui sont incroyables et très talentueux, même si sur leur CV, ça paraît pas, quoi. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui partage cet avis. Et il y a pas mal d'études américaines qui montrent cela sur des effets de groupe, la diversité, Ouais. les résultats que tu peux avoir. Ouais. Et on se rend compte qu'en effet, la diversité de profil, de genre, etc., fait que tu tends plus vers une réflexion globale et une réussite d'un projet. Donc, je pense que ta réflexion est intéressante. Et du coup, comment envisages-tu l'avenir d'Enerfip maintenant? Quels sont les grands projets en devenir? Il y en a beaucoup. Il y a d'abord bien sûr l'expansion internationale qu'on souhaite poursuivre et notre idée, tu l'as dit, on est leader européen, mais évidemment on souhaite renforcer cette position. Donc on va continuer d'ouvrir des succursales dans d'autres pays européens parce qu'il y a encore beaucoup à faire. On a un peu plus de 50 000 inscrits, mais il y a 500 millions d'Européens. Donc il y a du potentiel. Voilà, il y a un très gros potentiel, le chemin est long. Donc d'abord, bien sûr, voilà, cette expansion géographique. On est aussi sur une diversification de produits puisque on a créé une petite sœur d'Enerfip qui s'appelle Enership Gestion qui en fait va gérer des fonds d'investissement. Donc là aussi, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur de montrer que les fonds d'investissement, c'est pas que à Paris, en France, c'est aussi sur des territoires comme celui de Montpellier. Et donc ça, pour nous, dans notre développement, c'est un moment très important et on compte beaucoup là-dessus pour nous développer. Et puis après, plus généralement, on souhaite étoffer un peu les offres et les produits qu'on propose aux investisseurs parce que le financement participatif, ça peut être un petit peu spécifique. Ça peut être un peu un inconnu pour beaucoup de gens. Et donc, proposer des choses un peu plus conventionnelles comme des assurances vie, par exemple, ou des plans épargne retraite, voilà, ça fait partie des choses qu'on va déployer pour l'avenir. Ouais. C'est bien ce que tu disais parce qu'on a l'impression que dans le monde de la finance, tout se passe à Paris, et non, il y a aussi des choses ailleurs, et notamment à Montpellier. Oui, exactement. Ça, je pense, c'est là aussi, même si on est dans un pays très jacobin, évidemment, non, en fait, il se passe énormément de choses sur les territoires, et des métropoles comme Montpellier montrent que, non, il y a beaucoup de choses, et on peut faire localement beaucoup de choses. À titre d'exemple, on a fait un investissement chez un développeur de projet qui est sur Montpellier, Element, qui a fait une augmentation de capital, et on a investi avec Enership Gestion et un autre fonds régional dans cette structure montpelliéraine. Et donc on s'est rendu compte autour de la table que c'était que des acteurs locaux qui agissaient sans qu'il y ait l'intervention d'un acteur parisien ou autre. Donc ça c'est très intéressant. Ouais. Et c'est bien de témoigner de cela. Et du coup, ma question va être, quel conseil tu pourrais donner à un jeune Montpelliérain, jeune ou moins jeune d'ailleurs, qui souhaite entreprendre et qui souhaite se lancer dans l'aventure? Mais le premier conseil, c'est qu'on est un peu à l'époque de l'immédiateté, l'époque Amazon où je clique et 24 heures plus tard, j'ai mon produit. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une valeur qu'il faut vraiment entretenir et développer, c'est celle du goût de l'effort, j'en parlais tout à l'heure. Celle du temps long entre le moment où je m'investis, je travaille et je récolte ce que j'ai semé. Je pense que nos aïeux avaient ça, bien ancré en eux, et dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est plus difficile de garder ça, en tout cas de le développer. Donc le premier conseil, c'est celui-ci. C'est normal si ça prend du temps, c'est normal si tu galères, c'est normal si tout le monde te dit fais-en un premier, puis tu reviens me voir après. C'est normal, Enership, on a mis 6 ans avant d'être rentable. Donc on a perdu de l'argent pendant 6 ans. Donc le temps long, c'est bien de le souligner. Ouais, on sait ce que c'est. Et en fait, ce qui est important, c'est juste de
de se dire que ça fait partie de, quelque part, du chemin à suivre pour y arriver. Et donc pendant 6 ans, on a perdu de l'argent. Il y a même eu des moments où on a dû remettre de l'argent au pot pour payer les salaires. Voilà. Si j'ai un conseil à donner, c'est celui-ci, c'est développer votre culture du goût de l'effort et du temps long, parce que c'est une vraie force. Et sur ce parcours, est-ce que tu as eu un mantra ou une citation qui t'a guidé? Ouais, d'ailleurs, je saoule assez souvent les gens chez Nerfip avec Ah ouais. celle-là. Ouais, j'en ai plein, mais celle-ci, je l'aime bien. C'est l'utopie, c'est la vérité de demain. C'est une phrase de Victor Hugo. Et je trouve qu'elle est bien parce qu'elle elle regorge un peu plein de choses qui me tiennent à cœur. Notamment, on dit souvent, il ne faut pas trop rêver, il ne faut pas être trop optimiste, pas trop utopique. Je pense que c'est tout l'inverse, au contraire. Et même, je pense que si individuellement, chacune, on se disait un peu plus souvent ça, on réaliserait plus de choses individuellement et on verrait un peu moins de problèmes là où il y a des solutions, quoi. Il y a un petit côté visionnaire, optimiste chez toi, j'ai l'impression. En tout cas, c'est ce qui m'anime. Visionnaire, je sais pas, mais optimiste, oui, ça c'est sûr. Maintenant, on va parler de Montpellier. Comment toi, qui es arrivé il y a quelques années, tu as vu évoluer cette ville? Déjà, en quelle année tu es arrivé à Montpellier? Je suis arrivé en 2005. Ok. En 2005, donc ouais, j'ai sacrément vu l'évolution. Une belle évolution sur ces 20 dernières années. 20 ans bientôt. Et effectivement, j'ai vu beaucoup de choses changer dans cette ville. Et notamment, j'ai le sentiment, mais c'est peut-être sans doute influencé parce que j'ai cette trajectoire avec mes camarades d'avoir entrepris, mais qu'il se passe économiquement quelque chose sur Montpellier. Et ça, je trouve c'est assez passionnant et que la ville se transforme d'un point de vue économique, mais même aujourd'hui en centre-ville, bon, il y a pas mal de travaux, mais elle change, quoi. Elle se renouvelle et je trouve qu'elle se modernise dans le bon sens du terme. Il y a de plus en plus de trams. Alors les gens peuvent dire que c'est un peu la galère pour se déplacer, mais on sent qu'il y a une appétence de cette ville à vivre dans son temps, et c'est ça que je trouve, que je constate sur les 20 ans de présence que j'ai dans cette ville. Ouais. Selon toi, qu'est-ce que Montpellier a de différent par rapport aux autres villes? Le point, je pense que c'est un de ses atouts majeurs, c'est que c'est une ville qui est composée de plein de gens qui viennent de plein d'horizons différents, j'en parlais au début de notre entretien, et c'est ce côté hétéroclite, c'est une immense chance d'Enerfip, mais d'abord de Montpellier, parce que on en parlait tout à l'heure, la diversité, c'est un vrai atout. Et ce que j'aime bien dans cette ville de Montpellier, c'est qu'elle montre que le vivre ensemble, c'est pas juste des mots, qu'on peut avoir plein d'horizons distincts et pour autant vivre dans un endroit qui est très chouette, qui se développe, qui bouge, qui avance. Et ça, je pense que c'est l'avantage majeur de Montpellier, c'est celui-ci. Ouais. Montpellier incarne le vivre ensemble, il faut le dire parce qu'on ne le souligne pas assez. Ouais, c'est vrai. Et tu parlais d'Enerfip tout à l'heure. Pourquoi avoir choisi Montpellier comme camp de base pour Enerfip? Eh bien, parce que les gens ne le savent pas forcément, mais en fait, Montpellier, c'est le barycentre des énergies renouvelables en France. C'est-à-dire que Je découvre. plein de Montpelliérains ne le savent pas, mais il y a énormément d'acteurs, de développeurs de projets montpelliérains qui ont commencé il y a 15-20 ans et qui maintenant sont des entreprises florissantes qui emploient 200, 300, 500 personnes. Et donc, quand on a souhaité choisir un siège, un endroit pour développer Enerfip et s'installer, on a tout de suite, par évidence, choisi Montpellier. Ouais. Donc la ville a joué un réel rôle dans le développement d'Enerfip au final. Oui, et puis en plus, avec du recul, c'est marrant parce que des fois, on fait des choix de manière un peu inconsciente. Et je crois que maintenant, avec du recul, l'état d'esprit d'Enerfip se mêle complètement avec l'état d'esprit de Montpellier. Et je pense qu'on est complètement en phase avec l'endroit où on est. Et c'est ça qui, je pense, fait aussi qu'on se sent si bien dans notre entreprise. C'est que voilà, il y a une corrélation très claire dans notre état d'esprit avec l'endroit où on vit, quoi. Très bien. Et à titre personnel, qu'est-ce que toi, tu apprécies le plus à Montpellier? À titre perso, j'aime beaucoup chez Enerfip, on a un mantra, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. Et je trouve que c'est un peu Montpellier, ça. J'aime bien cet état d'esprit où il y a cette douceur de vivre, mais on fait pas rien, on se bouge, on fait des trucs. Et moi, j'aime bien ça. Puis j'aime bien cet immense centre-ville piétonnier qui est un des plus grands en France. Et cette vie, je regardais là, je n'avais pas la proportion, mais Montpellier, c'est la ville en France où il y a la plus grande proportion d'étudiants par habitant.
En effet. Et ça contribue aussi à cette ambiance-là, à cette Cette énergie. émulation, etc. Et donc, ouais, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a plein de mantras chez Enerfip. Ouais, il y en a plein. Je pense que je les saoule un petit peu, mais il y en a quelques-uns, ouais. Ok, Julien, je te remercie. Tu as des cartes devant toi. Je vais te demander de les prendre, Aïe, de aïe, aïe. les lire une par une et de prendre le temps de répondre aux questions que tu vas trouver derrière ces cartes. Et je lis bien sûr ce qu'il y a dessus. Et tu lis bien sûr ce qu'il y a dessus. Bah, Il n'y a pas de piège, t'inquiète pas. Si tu avais dû partir de Montpellier, dans quelle ville serais-tu allé? Il y a une faute d'orthographe, même moi je ne l'aurais pas faite. Mais... On coupera ça en montage. Dans quelle ville je serais allé? C'est une bonne question. Ben, j'ai eu la chance de faire un petit passage à Lyon. Je pense que j'y serais retourné. Ouais. Ok. Un moment où tu as été le plus ému. Waouh, fichtre. Alors, je ne vais pas le dire dans le détail, mais c'est un moment personnel où par rapport en fait à mon fils. Et du coup, c'est nul parce que je ne vais pas pouvoir le détailler, mais, mais en tout cas, c'est de très loin le truc le plus émouvant à titre personnel dans ma vie, quoi. Tu te considères comme quelqu'un de sensible? Ouais, je crois, ouais, carrément. Mais ça aussi, c'est un truc, on a tendance à penser que c'est un point faible, alors que c'est tout le contraire. Et je pense que ça dépend comment on l'exploite, comme toute chose. Donc, ouais. Et tu arrives à bien l'exploiter? Ouais, je crois. Ouais, je pense. Merci. Faudra demander à d'autres personnes autour de moi. On demandera autour de toi Voilà. à des gens proches. Quel est ton souvenir professionnel préféré? Ouais, il y en a tout plein. C'est super dur, mais si, typiquement, il y a un moment très sympa où, au tout début de la vie d'Enerfip, on répond à un appel d'offres de Engie pour faire du financement participatif sur leur projet. Et à ce moment-là, c'était en 2016, si je ne dis pas de bêtises, à ce moment-là, Engie a sa propre plateforme de financement participatif et qui répond comme nous. Ok, en concurrence Concurrent clairement avec Enerfip et qui répond comme nous à l'appel d'offres d'Engie. Donc évidemment, sur le papier, on peut se dire qu'on a 0 chance sur 100 de gagner, mais on candidate quand même, on fait un très très gros boulot, on joue vraiment le jeu à fond et on pond une réponse vraiment super qualitative et ils nous retiennent contre toute attente. Et ça, c'était chouette parce que c'est l'un de ces moments où on se dit, bah, on peut le faire, quoi, on peut y arriver et voilà, c'est pas pour rien qu'on est là, quoi. C'est un peu David contre Goliath, Ouais. y croire jusqu'au bout Ouais. et à la fin aller chercher le titre, le succès et la réussite. Super satisfaisant. Très bien. La décision la plus difficile que tu aies eu à prendre au niveau professionnel, c'est à chaque fois ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de devoir se séparer de gens quand c'est nécessaire. C'est vraiment des décisions qui sont dures et où en plus on est assez isolé quand on les prend. Alors nous, on a la chance chez Enerfip d'être plusieurs fondateurs et mandataires. C'est l'avantage d'être à plusieurs. Ça permet de porter à plusieurs ce type de décision. Mais voilà, on sent bien que dans ces moments-là, voilà, on est un peu seul dans notre coin et on doit faire ces décisions et c'est pas facile. Ouais. Tu le vis comment, toi, le stress? Alors le stress, je le prends comme quelque chose qui est un ennemi, qui n'apporte absolument rien. Et donc j'ai plutôt tendance à l'éliminer et à me dire que si je stresse, je vais être moins bon dans mes prises de décision, moins bon dans mon travail. Et en plus, je vais être lourdingue pour les gens autour de moi. Donc j'ai vachement travaillé là-dessus et je pense que j'arrive assez bien à pas trop le subir. Quand tu dis que tu as travaillé là-dessus, tu as fait quoi exactement pour partager avec nous, pour comprendre un petit peu comment tu as géré les situations? Ouais, en fait, c'est vraiment plus, c'est une discipline en fait personnelle, mais c'est une discipline comme faire du sport, faire des étirements, faire du yoga. C'est le genre de truc où on retrouve un peu l'histoire du temps long. Hein. C'est pas du jour au lendemain où je me suis dit, allez, j'arrête de stresser. Hein. Ça marche pas. C'est trop beau. Oui, voilà. Mais par contre, petit à petit, de me convaincre que ça ne m'apporte rien, que ça nuit à ce que je fais, ça nuit aux gens autour de moi. C'est comme ça, petit à petit, progressivement, et à chaque fois en se félicitant des moments où on a réussi un peu maîtriser, un peu plus juguler la problématique. Ça, c'est très important. L'autosatisfecit, je pense que c'est des trucs qu'on doit tous et toutes développer. On a facilement la capacité de dire « j'ai été nul, j'ai foiré ça », bien sûr,
Mais plus difficilement, c'est compliqué pour plein de gens de se dire, ça je l'ai fait, c'est bien, j'ai réussi. Et donc, Tu le fais ça toi? Ouais, très clairement. Ouais. Et ça ne m'empêche pas de dire quand je me plante, Clairement, je me suis je trouve ça planté, génial. tu t'es vautré. Mais par contre, quand je réussis un truc, ouais. Et moi, j'invite tous les gens à travailler là-dessus. Vous imaginez que vous construisez quelque chose et qu'à chaque fois que vous faites un truc bien, vous rajoutez une pierre et vous édifiez un truc qui symbolise votre capacité à réussir. Même des petites choses. Donc moi, c'est comme ça que je fais. C'est très Ouais, bien personnel, sûr. mais chacun de sa méthode. Mais en tout cas, voilà. Ouais. C'est un bon tips. Moi, pour ma part, après avoir lancé ma boîte, je me suis acheté un bocal et des billes. Et à chaque fois que je signe un nouveau client, je rajoute une bille dans le bocal. Ben voilà. Je vois grandir le bocal et ça m'encourage Ouais. à développer et ça me motive au quotidien. Exactement, bah ouais, c'est le même principe. Mais c'est important de le marquer et c'est important de s'autoriser à le faire en fait. Ouais. Je pense que ça, c'est quelque chose qui peut manquer à pas mal de gens. Ouais. On parle souvent également de rituels pour fêter les victoires, les succès, etc. Ouais. C'est quelque chose que tu as mis en place, toi? Alors, rituel, alors je dirais non malheureusement parce que des fois on est tellement la tête dans le guidon et on se le dit souvent entre nous que parfois on ne marque pas assez les choses. Et c'est un tort. Et en fait, il faut vraiment prendre le temps. Ça ne veut pas dire qu'on est arrivé, ça ne veut pas dire que ça y est, on est sorti d'affaire, en aucune façon. Par contre, symboliquement, se dire ouais, on a réussi ça et le fêter, passer un bon moment ensemble ou pendant un moment, on met de côté, bah voilà, il faut que, il y a qu'à, machin, c'est absolument essentiel. Et d'ailleurs, typiquement, on va bien marquer nos 10 ans dans quelques semaines. Et c'était important pour nous de prendre ce temps-là et de vraiment marquer le coup, quoi. 10 ans, c'est quand même un âge important pour une structure. Tout le monde n'arrive pas aux 10 ans et avec la réussite que vous avez, j'espère que vous allez bien le fêter. Oui, mais tu pourras nous dire si tu apprécies. Ok, Tu seras là. je te dirai ça, avec plaisir. Je te remercie. C'est moi. On va passer maintenant au dernier jeu. Question rapide, réponse rapide. Bien. Julien, Enerfip ou camion à pizza? Enerfip, 1000 fois. Tu veux peut-être nous raconter Ouais, pourquoi c'est une anecdote très marrante. En fait, quand j'ai quitté mon précédent travail pour aller sur Enerfip et m'engager sur Enerfip, une personne est venue me voir en me disant tu sais, c'est très risqué ce que tu fais. À mon avis, ce serait moins risqué si tu ouvrais un camion à pizza. Voilà. Je me suis promis de lui envoyer une pizza le jour où on serait rentable, mais tu lui as envoyé? je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que ça en valait pas la peine. Est-ce que tu vas l'inviter pour les 10 ans d'Enerfip? Oui. Oui. Oui, et il sera là. Et il sera là? Oui. Génial. Incroyable. Très belle anecdote. Julien, si tu pouvais déjeuner avec la personne de ton choix dans ce monde, tu choisirais qui? Alors, si j'ai Vivante ou morte? Ah voilà, si j'ai le droit au mort, Luis Sepúlveda, c'est mon écrivain préféré et j'aurais Ok. bien aimé avoir cette chance. Ouais. D'accord. Ouais. Qui a écrit quoi notamment? Il a écrit pas mal de livres, notamment Le vieux qui aimait les romans d'amour. Je Ok. vous invite à le lire, il est absolument génial. C'est ton petit côté romantique. Lis-le, tu verras. Ok. Julien, qu'est-ce qui t'énerve chez les autres? Leur pessimisme. Ok. Globalement, toi qui es quelqu'un de, on l'a vu à travers cet entretien, très optimiste, quelqu'un qui est trop pessimiste, ça peut t'agacer? Oui, parce que de mon point de vue, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que c'est pas. Je pense pas que je sois né comme ça. C'est là aussi un peu une discipline personnelle. Bien sûr. Et je pense que si chacun, à chaque fois, chacune, on se dit, allez, plutôt que de dire ouais, c'est nul ci, c'est nul ça, machin, ou ça va pas le faire, et si juste 2 secondes, j'imagine, pourquoi ça va réussir et quelles idées on pourrait mettre en place, je pense que ça ferait du bien à beaucoup de monde, quoi. Ouais. Messieurs, dames, soyez optimistes. Je vous en prie. Travailler là-dessus. Travaillez là-dessus. Julien, c'est quoi les mauvais conseils que tu penses que l'on donne trop souvent? Ne sois pas trop gentil. Je déteste ce conseil. Ça aussi, c'est un truc. La gentillesse, c'est quelque chose qui, depuis qu'on est tout petit, est pointé comme plutôt un point faible en fait. On nous dit qu'il ne faut pas être trop gentil, etc. Et aujourd'hui, je suis absolument convaincu du contraire. Et être gentil, c'est une force énorme dans le travail, quand on entreprend. Et c'est en rien être faible, pas du tout. Et donc le plus mauvais conseil qu'on puisse donner à quelqu'un, c'est de ne pas être trop gentil. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas prendre des déconvenus, que vous n'allez pas être déçu, que vous n'allez pas prendre des baffes, évidemment. Mais il n'empêche que vous allez récolter beaucoup plus de choses positives, déjà pour vous à titre perso, parce que ça fait du bien de l'être. Et puis ce que vous allez générer auprès des autres, ça aura beaucoup plus d'impact positif que si vous ne l'étiez pas, quoi.
Souvent, j'ai l'impression que les gens confondent être gentil et ne pas savoir mettre de limites. Exactement. Et c'est pas la même chose. On peut mettre des limites en étant gentil, en étant Exactement, soi-même. sans aucun problème. Très bien. Julien, c'est quoi ta plus grande peur? La plus grande peur, c'est de perdre les gens que j'aime. Classique. Je suis pas très novateur. Je ne vais pas rebondir là-dessus. Julien, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Non. Non? Non. Malheureusement, non. Et est-ce que toute vérité est bonne à entendre? Non plus. Non plus? Même raison. Ouais. Julien, c'est quoi ton plus grand rêve maintenant? Mon plus grand rêve, c'est qu'on arrive à atteindre tous nos objectifs chez Nerfip, évidemment. Mais à titre personnel, un truc qui m'anime, c'est que si un jour j'ai l'occasion, j'aimerais bien essayer de trouver une initiative pour faire en sorte qu'il y ait un peu moins de gens dans la rue, parce que c'est vrai qu'on est en centre-ville, à Nerfip, et on a des super bureaux. Et c'est vrai qu'on est aussi témoin de cette précarité qui existe. Et ça, c'est un sujet moi, qui me touche pas mal. On a d'ailleurs, on peut en parler rapidement, mais on s'est inscrit auprès d'une association qui s'appelle Bureau du Cœur, qui permet aux entreprises qui le souhaitent d'héberger des gens les soirs et les week-ends dans les bureaux, parce que les bureaux sont des espaces qui sont super, rafraîchis l'été, chauffés l'hiver, mais qui servent à rien la nuit et le week-end. Et donc, on va héberger des gens avec ça. Et donc, l'un de mes rêves, ce serait d'avoir un impact encore plus fort sur cette question-là à l'avenir. Ouais. S'il y a des gens qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui sont intéressés ou qui peuvent faire le lien avec les envies de Julien, n'hésitez pas à nous contacter. Ouais. Et on créera ce lien. En tout cas, c'est un beau projet et cette association, je la connais. Bureau du Cœur. Ouais, et c'est important de la mettre en valeur Ouais. et c'est très bien et c'est très cool que vous travaillez avec eux. Maintenant, j'ai une question un peu particulière, Julien. Si j'avais une enveloppe entre mes mains avec la date et l'horaire exact de ta mort, est-ce que tu souhaiterais la prendre? Non. Non. Tu préfères ne pas savoir? Ouais. Ok. Ouais. Tu préfères être dans l'inconnu et voir ce qui peut t'arriver sans être au courant de la date ou Oui, de comment ça va se passer? Ouais, parce qu'en plus, ça rejoint un peu ce que je crois, c'est-à-dire que l'avenir, rien n'est écrit absolument, et donc c'est à chacun, à chacune de le construire. Et en lien avec ce que je te disais tout à l'heure, le fait que se lancer dans une aventure entrepreneuriale, c'est en accepter les incertitudes et se convaincre que c'est surtout des bonnes choses qui nous attendent. Si j'avais ce type d'information-là, ça casserait toute dynamique et c'est pas dans mon état d'esprit, donc non, je préfère pas ça. Il y a une cohérence en effet. Julien, est-ce que tu as une musique préférée? J'en ai plein, mais il y en a une notamment dont j'aime bien parler, c'est une musique de Marlena Shaw qui s'appelle Woman of the Ghetto, et j'invite celles et ceux qui ne la connaissent pas à l'écouter parce qu'elle est formidable. Je l'écouterai dès ce soir et je t'enverrai un message Okay. pour te donner mon ressenti. Est-ce que tu as un livre inspirant que tu conseilles? Alors j'en ai plein, parce que j'aime bien, mais celui que je vais conseiller en lien avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est Les Vertus de l'échec, de Charles Pépin, qui est un philosophe français. C'est un bouquin qui a été écrit il y a, je pense, 4-5 ans, et il est absolument génial, parce qu'il met le doigt sur une problématique un peu culturelle qu'on a en France, sur l'échec. En fait, l'échec, c'est un truc super, c'est génial, pour peu qu'on en fasse quelque chose de bien, c'est-à-dire pour peu qu'on se pose les bonnes questions, pourquoi je me suis planté, et qu'on mette en face des solutions pour ne pas reproduire cet échec. Et donc, ce faisant, on progresse. Et ce bouquin, il décline absolument tout ça. Il le dit beaucoup mieux que ce que je le dis là tout de suite, mais j'invite vraiment à tout le monde à le lire. Et je regrette aussi que ce type de livre, on ne nous le mette pas dans les mains quand on est au collège, parce que je pense que ça détendrait énormément de gens, ça ferait du bien à beaucoup de personnes de se dire que voilà, c'est normal de se planter, c'est normal de connaître des échecs, c'est vraiment pas un problème, au contraire. Est-ce que tu connais la notion de fixed mindset et de growth mindset? Non. Qui a été théorisée par Carol Dweck, qui est une chercheuse américaine, et très intéressant parce qu'elle reprend un petit peu ce que tu dis. C'est un livre, c'est État d'esprit de croissance, le nom du livre en français, qui reprend ce que tu dis et qui divise la population mondiale en deux via des IRM, donc via des études, et qui montre que on peut trouver donc des états d'esprit de croissance et des états d'esprit plutôt fixes en lien avec la relation qu'ils ont aux difficultés et aux échecs. Et en fait, se dire, ok, cet échec me définit,
Ou, ok, j'ai eu un échec, comment je peux progresser et qu'est-ce que je fais avec, sans forcément bien vivre, peut définir aussi la réussite potentielle d'une personne. Et je t'enverrai les références du livre parce que ça peut te plaire. Okay. Et très en lien avec ce que tu dis et je pense que ça peut être complémentaire avec ton bouquin. Ok, ouais, bah, carrément. Julien, quel est ton bar préféré à Montpellier? Alors, il y en a qui diraient que je sors pas souvent pour boire des coups dans Montpellier, mais si ça m'arrive, et il y en a pas mal que j'aime bien, notamment un qui est assez récent qui s'appelle le 1745, à côté du Shakespeare, très sympa. Donc en centre-ville. Oui. Quel est le meilleur endroit pour faire la fête à Montpellier? Les bureaux des Nerfip, sans conteste. Il y a des soirées sympas chez Nerfip? C'est un peu en mode speakeasy, mais ouais. Génial. Quel est ton restaurant préféré à Montpellier? La Maison d'Anna, meilleur resto italien de Montpellier. Je vous invite à aller le tester. C'est marrant parce que notre dernière invitée nous a répondu pareil. Mais non! Donc ça va être... elle a du goût. Le restaurant, déjà elle a du goût, et ça va être le restaurant du podcast Ville Lumière. Ah oui, c'est sûr. Quel est le lieu où tu vas te ressourcer à Montpellier? Il y en a plusieurs. J'aime bien aller flâner vers la place de la Canourgue, ou même place du Petit Sel, là, des petits endroits comme ça. Je trouve ça agréable. Très mignon, très sympa. Ouais. Un message que tu laisserais aux Montpelliérains? Comment se fait-il que vous ne soyez pas déjà tous et toutes inscrits sur la Nerfip? Très beau message. On vous pose la question, on vous met en lien le nom, la plateforme, le lien. Un message que tu laisserais à tes enfants? Eh bien, mon fils, ce serait de lire le poème de Rudyard Kipling, Tu seras un homme, mon fils, parce qu'il est génial, il est très complet, il dit à peu près tout ce que j'aurais bien du mal à expliquer avec mes mots, donc ce sera ça. Ouais. Poème que je connaissais par cœur à l'époque. Je ne vais pas me lancer dans une série. Non, parce que je ne le connais plus, mais en effet, je le conseille. Il est génial. Écoute, Julien, je te remercie. C'est moi. C'était génial de te recevoir, ta bonne humeur. Tu es un personnage très inspirant, avec une belle réussite montpelliéraine, donc très content que tu sois chez Ville Lumière. Si tu devais terminer en nous donnant la définition pour toi de Montpellier, en un mot ou une phrase, ça serait quoi? Bah, je pense que je reprends la phrase que j'ai dit tout à l'heure, c'est la ville des possibles à Montpellier. Donc voilà, s'il y a bien un endroit où vous pouvez y aller, tenter votre aventure et vous lancer, c'est bien ici. La ville des possibles. Merci bien.